Si certaines personnes se disent, bon, éveillez votre pouvoir de guérison, mais ils parlent en même temps de Guy Corneau qui est parti, donc on ne peut pas se guérir à tous les coups, à quel moment donné on abandonne ou pas? Je ne sais pas si c'est un abandon. J'ai parlé à Guy deux jours avant qu'il perde conscience. Il me disait qu'il était fatigué. D'ailleurs, il avait terminé ici au théâtre. Il jouait L'amour dans tous ses états à Paris. Et ça fonctionnait très bien, il avait un grand succès. Oui. Et bon, il était un peu fatigué, il avait mal dans le dos un peu, mais c'est tout. Il allait se reposer, un peu discuter, respirer. Mais c'est tout, c'est compréhensible. Le fait que Corneau, sa sœur, venait tout juste de mourir et ça avait été une grande angoisse pour lui, tout ce processus. Donc maintenant, ce que Guy expliquait à chacune de ces étapes près de la mort, c'était qu'il entrait dans un état où vivre ou mourir n'avait plus d'importance. Il entrait dans un état extatique. Et qu'il continue à vivre ou qu'il aille dans une autre vie, c'était égal. Il vivait l'extase du moment à chaque fois. Et cette fois-ci, il a choisi de continuer à vivre dans une autre vie. Alors, je ne pense pas que c'est une question de guérir ou de ne pas guérir. Maintenant, il est certain qu'il y a des sources aux pathologies physiques qui sont psychiques aussi, qui appartiennent à notre passé, il y a des inscriptions. Et donc, le processus n'est pas une formule magique non plus. Donc, il demande vraiment qu'on puisse s'intérioriser, communiquer avec ses cellules. Donc, communiquer avec ses cellules, ça semble un peu mystique. Et je ne communique pas, je n'attends pas une réponse par téléphone, évidemment, de mes cellules. Je communique à ma blessure, au tissu qui est en difficulté, donc aux cellules de ce tissu-là. Et d'abord, je demande quel est le sens de cette douleur. Ce que je définis, c'est que la douleur est un signal d'intensité progressive, un signal récurrent, qui veut nous dire que quelque chose ne va pas. Quelque chose n'est pas très aligné avec nous. Donc, je demande à la blessure, aux cellules, parlez-moi de qu'est-ce que j'ai à transformer. Et ça demande quelquefois, évidemment, plusieurs reprises, parce qu'au début, c'est le mental qui parle. Après ça, il y a toutes sortes de justifications, il y a toutes sortes de connaissances qu'on a apprises, jusqu'à temps qu'on laisse tomber tout ça pour entendre de l'intérieur. Et là, on se dit, bon, d'accord, je vais changer. Et l'idée, en fait, que je préconise, c'est qu'une fois que j'ai entendu, ressenti, je dis, d'accord, je vais changer. Alors, mes cellules, je n'ai plus besoin du signal. Je n'ai plus besoin du signal. Maintenant, vous pouvez commencer le processus d'autoréparation. J'ai compris, c'est bon réparé, arrêtez de me faire mal et de me faire souffrir. Exactement. Retrouvez votre fréquence, puisqu'il s'agit évidemment de niveau fréquentiel. Fréquence, parfait. On va en parler tout de suite. D'ailleurs, on dit le maladie. Qu'est-ce qu'a dit le mal? Le maladie. Exactement. Maladie. C'est un langage des oiseaux, cher à Patrick Buren-Stenas. On va accueillir tout de suite notre deuxième invité. Il est au fond, il va venir nous rejoindre. Franck Nabet, pendant que Jeanne Ayache, qui va venir nous rejoindre dans quelques minutes, est déjà là. Franck Nabet, on parlait de Pierre Lessard, Franck Nabet. Voilà. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui. Musicothérapeute énergéticien. Oui. Musicien aussi. À la base, oui, avant tout. Alors, vous avez entendu, on parlait de cellules, de fréquences, de guérison. Là, on est en plein dedans avec vous. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire. Comment vous en êtes arrivé à vous dire, oui, non, mais la musique guérit, enfin, l'énergie, la vibration guérit? Ah, c'est une longue histoire de... Bon, il va falloir faire court. Oui. Là, on n'a pas 2 heures, là. Alors, pour la faire court, j'ai commencé... La musique, pour moi, c'est une évidence. Depuis que je suis tout enfant, j'avais un père qui était très mélomane, qui était capable de me passer des musiques du monde entier, du classique. Et j'ai tout de suite baigné là-dedans. Et j'ai tout de suite compris qu'en fonction de mes états intérieurs, ce que mon père écoutait avait une influence sur mon état. Déjà très enfant. Tout de suite. Je me suis rendu compte de ça. Peut-être parce que vous écoutiez des musiques très différentes et que vous réagissiez en tant qu'enfant, qu'on est très sensible, musique indienne ou classique ou autre. Oui, on dit, tiens, c'est marrant, mon état intérieur est différent, donc c'est important. Si on Et n'écoute que du rock, on est mono-état, mais si on en écoute plusieurs, peut-être. Ça vous l'une des grandes émotions que j'ai connues avec ces musiques qu'écoutait mon père, c'était sur une musique de Nusrat Fateh Ali Khan, qui chante les noms de Dieu. Et d'un seul coup, je me suis mis à pleurer. Voilà, c'était une grande émotion, comme si j'avais été touché par la grâce, par quelque chose, déjà tout enfant. Alors la musique, elle a fait partie
ma vie parce que j'ai commencé à vouloir m'intéresser à faire de la musique. J'ai commencé à faire un peu de musique, comme tout le monde. Puis ce qu'on apprend en conservatoire, c'est pas toujours terrible. Et j'ai commencé en autodidacte. Voilà, je me suis tourné vers le saxophone à un moment donné de ma vie aussi. On est rentré dans un moule, comme expliquait tout à l'heure Pierre. On a un métier, on a une famille, et puis un jour tout s'écroule. Et là, on n'a plus qu'une seule amie qui nous reste, c'est la musique. Donc ça a été aussi un grand pilier à ce moment-là, hein, dans ma vie. Elle m'a beaucoup aidé dans ce passage difficile. Et puis un jour, j'ai un ami qui est médecin qui me dit « Franck, est-ce que tu as entendu parler de la musicothérapie ?» À l'époque, dans les années 80, personne n'avait entendu parler de ça. Ouais. Quand on n'était pas médecin, c'était difficile d'accéder à cette dimension-là. Donc du coup, je vais voir ce qui se passe du côté de la musicothérapie. Et là, ça a été l'enclenchement vers 25 ans de recherche maintenant sur le son thérapeutique. On a bien dit de recherche. Hein. Oui. Et avec Jeanne Ayache, qui est chercheuse justement au CNRS, on est dans le sujet. Exactement. De la recherche ? De la recherche, oui. Et quels ont été les premiers étonnements dans cette recherche ? Les premiers étonnements, c'est de ce que disaient les Grecs, que la musique guérit. Je m'en suis rendu compte que ça l'avait fait pour moi. Déjà, ça a été l'un des premiers étonnements, c'est qu'elle m'avait transformé. Ah ouais. Ça a été la première pierre, je dirais, à l'édifice de ce que je suis aujourd'hui. Et puis après, le grand étonnement, c'est que ce que je créais en fait pour moi, qui me faisait du bien, faisait aussi du bien aux autres. Ça a été le deuxième grand étonnement de mon existence. D'accord. Voilà, parce que souvent on me posait la question, et je me souviens dans une émission qu'on avait fait ensemble, tu m'avais posé aussi la question, comment vient l'inspiration ? Je le fais parce que je cherche à me faire du bien avant tout. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que derrière cette notion de me faire du bien, ça fait aussi du bien aux autres. Et ça, c'était une grande révélation. Mais chaque morceau de musique n'a pas le même impact sur les mêmes personnes. Non, bien sûr. On peut les ressentir différemment. Bien sûr. Hein ? Oui, tout à fait. On est tous différents. Bien sûr. Hein ? Et avec une construction aussi très différente. Bien sûr. Donc les cellules réagissent différemment suivant les personnes à la même musique. Oui. Ça, on pourra en parler tout à l'heure avec Jeanne aussi. Bien sûr. C'est intéressant. Et puis Pierre aussi, on en a échangé un petit peu juste avant l'émission. En fait, nous naissons avec une fréquence qui nous est propre. Hein, c'est ce que j'ai découvert il y a maintenant 10 ans. On a une note d'incarnation. Alors, Pierre l'appelle, comment tu l'appelles ? La fréquence fondamentale individuelle. Voilà, fréquence fondamentale individuelle. Et toute la matière va s'agencer autour de cette fréquence. Elle est en résonance. Hein. Il y a des lois physiques, harmoniques, dont parlera tout à l'heure peut-être Jeanne, et qui régissent tout ça. Et tout ça, c'est aussi dans la musique. C'est-à-dire que les anciens, les Grecs notamment, puisque c'est eux qui ont un peu codifié la musique, en tout cas en Occident, avaient déjà établi toutes ces règles. D'accord. Voilà. Alors, il y a aussi un sujet très très intéressant, je sais, qui vous tient à cœur, c'est le diapason. Oui. Ça, le diapason, quand j'ai commencé à en parler un petit peu avant de préparer cette émission à l'ingénieur du son, il m'a dit oui, il y a une histoire de diapason, 440 Hz, 432 Hz. Alors, on est sur la fréquence du La, oui. La référence c'est 440 Hz. Toujours. Hein. Mais on ne sait pas pourquoi c'est devenu la référence, mais ce n'est pas la bonne. C'est arrivé au niveau historique, c'est arrivé à peu près aux alentours de 1956, donc juste après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce diapason-là avait déjà été utilisé dans l'histoire de la musique. Hein. On est monté même à des diapasons qui montaient à plus de 500, 500 Hz. D'accord. Donc vous voyez, ça a beaucoup changé au cours de l'évolution de l'humanité. Mais ce qui est très important, c'est qu'à partir de cette date-là, on a normalisé la musique. C'est l'une des premières choses qui a été normalisée sur le plan mondial. Avec cette fréquence, oui. Avec ce diapason. Avec ce diapason-là. Donc il y a eu juste après quelque chose de très important, puisqu'on a commencé à parler de la perception subliminale. On n'a jamais parlé de ça avant. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Là, je laisse l'interrogation à chacun de se poser la question. Mais c'est vrai que c'est étonnant de se rendre compte qu'avec ce diapason-là, moi, ça fait maintenant plus de 15 ans que je compose dans ce diapason 432. 432 au lieu du 440 qui est la référence. Voilà, qui est la référence, qui est un diapason ancien, qui a surtout été utilisé par l'école italienne. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que j'ai beaucoup travaillé avec le monde chamanique, et tous ces gens-là travaillent à peu près sur une fréquence qui est proche, dans l'accordage, de cette fréquence du 432. Voilà, ça a été une grande découverte aussi. C'est de me rendre compte que tous les peuples de la Terre, finalement,
pouvait utiliser un diapason qui était commun, qui était comme un son qui était à l'unisson, hein, qui nous accordait tous ensemble. Plus proche d'une vibration originelle terrestre? On pourrait dire ça parce que dernièrement, j'ai eu l'occasion de discuter avec un monsieur qui est preneur de son pour une émission qui s'appelle Ushuaïa TV. Bien sûr. Voilà, qui a enregistré des ambiances naturelles un peu partout sur Terre. Et il a eu l'idée un peu saugrenue de se dire, tiens, si je rassemble toutes ces fréquences en une seule, qu'est-ce qui va sortir? Et il a été très très surpris de se rendre compte qu'il est retombé sur cette fréquence du 432.